Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Cette semaine, je voulais vous parler de mon récent achat. Enfin, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai. C'est le Sony A7S III qui me filme en ce moment même. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est un boîtier qui vaut assez cher d'une part. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir un retour sur un boîtier qui vaut 4000 euros. Mais c'est aussi intéressant de faire la comparaison avec le Sony A7S III que j'ai maintenant depuis presque 3 ans je crois. Dans cette vidéo, mon but c'est vraiment de parler des défauts du boîtier parce qu'on sait forcément que donc il y a eu le Sony A7S, A7S II et A7S III. Globalement, la gamme a eu le temps d'évoluer, de se bonifier autant avec les A7S qu'avec les A7 simplement. On va donc commencer par ce qu'il y a dans la belle boîte. Notamment un élément qui avait beaucoup manqué, qui avait assez déçu dans le boîtier A7 III. Point important, ça va être l'extension de garantie. Hop. De base, il y a les garanties 2 ans. Là, vous avez donc l'extension pour le garantir 3 ans. De mon côté, j'ai pris la garantie 3 ans plus à 100 euros. Donc en tout, il est garanti 5 ans. Outre l'extension de garantie, le gros plus, ça va être le chargeur. Donc je ne l'ai même pas déballé parce qu'au final, je le charge directement avec l'USB-C. Donc un chargeur quand même qui est utile. Et les prises de chargeur évidemment avec la prise américaine si besoin. A noter que ce sont les mêmes batteries entre l'A7S III et l'A7 III. Donc pour rappel, ce sont ces batteries là. Hop, je sais pas si ça fera les mises au point. Et donc c'est les NP-FZ1000 qui sont donc valables autant sur le A7 III que sur le A7S III, donc très pratique. Concernant la partie boîtier, la partie ergonomie, dans ces cas-là, j'ai rien à dire. Tout a été amélioré, tout est beaucoup mieux, ou du moins mieux que sur le A7 III, notamment la poignée qui est un gros plus. Il faut savoir que les hybrides à la base, c'est des boîtiers qui sont plutôt petits. L'A7 III, c'était une bonne évolution par rapport à l'A7 II, mais l'A7S III, c'est encore mieux avec une poignée qui est bien profonde, donc une bonne prise en main. Pareil pour ce qui est donc des boutons, de la molette de focus, le bouton aussi pour record, aussi les cache-ports qui sont plus faciles, plus pratiques d'accès. Pour ce qui est de l'écran, je suis assez perplexe, je pense que c'est un point positif comme négatif. Le fait qu'on peut mettre, donc là j'ai mon retour directement, je me vois, c'est super pour filmer, notamment en vlog, mais avoir une caméra de vlog comme le A7S III, je trouve que c'est quand même assez bizarre, je veux dire, autant avoir une petite caméra compacte, mais bon, pourquoi pas. Et pour tout ce qui est la stabilisation sur Ronin, faudrait voir concrètement, mais quand on utilise ce matériel-là, donc de stabilisation Ronin ou Zhiyun ou ce que vous voulez, je sais pas si l'écran rotule c'est un vrai plus par rapport à l'écran qui se plie vers le haut, à voir en concret. Autre point concernant les cartes SD, on peut mettre donc les SD normales et les cartes SD CF. Donc les CF sont pas couramment utilisées d'une part, et d'autre part elles sont très chères, mais c'est obligatoire pour le cas de 2 bits parce qu'il faut une grande vitesse de lecture et d'écriture. Par rapport au capteur, donc c'est un plein format, là-dessus pas de souci, et on est entre guillemets seulement à 12 millions de pixels. Pour ce qui est de la photo, sincèrement, j'ai trouvé aucune différence. Alors évidemment, si on fait de l'astrophotographie, on va préférer 40-50 millions de pixels. Mais pour des photos entre guillemets standards avec une lumière normale, ça change en aucun cas la qualité. Si vous vous demandez pourquoi il y a si peu de mégapixels, c'est parce que, de ce que j'ai compris, moins t'as de pixels, plus le pixel est gros et plus capte de la lumière. Et donc pour la montée en ISO, c'est important de ne pas avoir trop de pixels, en tout cas trouver le bon compromis. Et comme ça fait pas de la 8K, pas la peine de monter à 24 ou 50 millions de pixels. Autre point concernant la partie menu et tactile, les menus ont été refaits et sont beaucoup plus faciles de compréhension et beaucoup plus soft par rapport aux anciens menus. Alors ça reste assez compliqué, mais quand on connaît la gamme Sony, c'est bien plus simple d'utilisation. Et autre détail, notamment sur les menus FN qui maintenant sont totalement tactiles, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, on peut directement avec le doigt changer ces menus beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un gros point positif pour avoir des réglages qu'on peut changer très facilement et très rapidement. Pour ce qui est du prix, c'est intéressant d'en parler. Il a 4200 euros. Vous pouvez l'avoir à 4100 euros chez Camera. Moi, je l'ai à 4100 euros neuf, donc c'est 100 euros de réduction quand même. Mais c'est important de comparer par rapport aux autres pays, notamment par rapport aux US. Alors vous allez me dire, oui, aux US, c'est toujours moins cher. Mais dans ce cas-là, quand on regarde sur Amazon, comme référence, il est à 3500 $. 3500 $, ça fait même pas 3000 euros. Et donc, c'est quand même assez dingue d'avoir un boîtier qui vaut 1200 euros moins cher aux États-Unis. Alors, oui, il y a les différentes taxations et différentes frais de port selon les pays. Et il y a aussi la fameuse TVA qui prend 20%. Mais c'est important de rappeler du coup que 20% de 2000 euros, c'est pas 20% de 4000. Et donc, la TVA dans ce cas-là est énorme. C'est pas dégressif selon le prix. Et sincèrement, j'ai presque hésité moi à soit me le faire importer du USA et payer les frais de douane, ça reste encore moins cher, soit carrément faire un voyage aux États-Unis juste pour le boîtier. Mais bon, s'il y a un souci, ce qui m'est arrivé pour la 7.3, bon bah faut aller en agence USA donc c'est compliqué, mais sincèrement,
Quand je vois le prix États-Unis à 3000 euros, je me dis putain, c'est quand même vraiment pas cher. Et donc si vous avez l'occasion d'aller là-bas, je vous conseille de vous équiper en matos photographique parce que ça vaut vraiment vraiment le coup. Concernant l'autofocus, globalement chez la gamme Sony ils sont très bons. Là j'ai toujours l'iFocus, donc j'ai mon retour et donc je vois que la mise au point est bien sur l'œil. Et donc si je coupe, vous voyez c'est quand même super rapide. J'ai fait des tests de nuit aussi pour vous montrer et sincèrement ils sont très bons. Ok, ça c'est un test autofocus à 51 200. Donc là je sais que je suis sous X, je suis en mode P, donc qui gère automatiquement l'exposition. Hop, F4, F4.5, F5. Bon, je vois qu'il capte mon œil, donc l'autofocus doit être plutôt pas mal. Ok, même test à 102 400, je suis toujours en P, donc ça surexpose pas. Contre-jour. Bon, c'est très jaune, mais il capte toujours mon œil. J'ai globalement rien à dire. Je sais pas si c'était un des aspects de vente avec un meilleur autofocus. Pour avoir testé la 7.3, je l'ai trouvé autofocus très bon. Je sais pas s'il peut être encore meilleur, mais je pense qu'on arrive un peu au summum de l'autofocus. Encore une fois, si je fais ça, vous voyez qu'en plus les flous sont quand même très beaux. Là, je suis à f3.5. Voilà quoi. Donc si je montre n'importe quoi en cachant mon œil, hop. Donc vous voyez qu'il fait un très bon suivi quoi. Un des points majeurs de l'achat de ce boîtier, autant pour moi que pour vous si vous comptez l'acheter, ça va vraiment être la montée en ISO. Donc j'ai fait un test de la montée en ISO la nuit, il va jusqu'à plus de 400 000 ISO, ce qui est énorme, forcément à 400 000 ISO ça bruite beaucoup, mais les potentialités sont quand même pas mal. Donc là je suis à 409 000 ISO, en F4 1/50, je suis en manuel, donc plus je me rapproche, ça va surexposer, pour voir à quel point ça bruite sur les zones de surexposition. Même test en mode P, donc qu'est-ce que ça change? Ça change juste que du coup l'ouverture et la vitesse changent pour être bien exposé, donc les ISO ne changent pas. Donc c'est intéressant de faire ce test là avec un peu d'exposition parce que si je prends une zone, genre une forêt la nuit en sous-bois, donc qui est de base est totalement noire, j'aurais beau monter à 400 000 ISO, la forêt restera noire, donc c'est toujours important d'avoir une source lumineuse. On est d'accord qu'un boîtier ça fait pas de la magie quoi. Voilà, en plus grand angle, si je me mets... La colo est un peu différente quand même aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien plus... L'image est bien plus propre. En tout cas, au retour écran, l'image est beaucoup plus propre en 51 200 du A7S3, qui est d'ailleurs tant mieux. Et si je monte à 102 000, mais bon, on est d'accord que sur du A7 III, ça va pas faire l'affaire. Voilà, 102 400 pour les deux boîtiers. Bah, sur l'écran, encore une fois, il n'y a pas photo. La 7S3 et c'est tellement beau, j'ai envie de te dire. 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10 000, 12 000, 16 000, 20 000, 25 600, 32 000, 40 000, 51 200, 64 000, 80 000, 102 000, 128 000, 160, 204, 256, 320 000 et 409 600. Donc là, c'est clairement surexposé et on voit le ciel. Ça veut aussi dire que du coup, à 10, 20, 30, 40 000 ISO, il est globalement excellent. Malgré tout, j'ai fait un test à 100 000 ISO pour l'A7 III et l'A7S III et finalement les résultats sont pas si différents. Alors pourquoi je ne sais pas, faudra que je refasse des tests, mais l'A7 III du coup il démérite pas et pour son prix il est clairement pas si mauvais. Ça me fait arriver du coup à mon dernier point qui va être la montée en gamme ou la montée technologique. C'est vrai que ce boîtier là quand il est sorti il a pas fait grand bruit parce qu'il n'y avait pas de 8K. C'est vrai que le 8K ça va être une nouvelle norme, un nouveau standard, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler un peu en vidéo sur l'intérêt réel de la 8K. Est-ce qu'un amateur comme moi, ou comme vous, ou comme la plupart des gens ont besoin vraiment de filmer en 8K? Alors c'est vrai que la 8K ça ouvre des possibilités sur des caméras petites pour du professionnel. Mais quand on est pro, souvent on a le matos, on a l'équipe qui va derrière, et donc rarement on va faire des films avec un Sony. On prend des vraies caméras, du vrai matos. En plus de ça, ce boîtier donc c'est dit comme la meilleure 4K du marché avec la fameuse 422 10 bits. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas trop. Il y a les mégabits secondes, il y a les bits. Là, on peut filmer en 420, en 8 bits, en 10 bits. Donc, globalement, c'est la qualité d'image. Je sais pas vraiment ce que ça change. Entre un 420 et un 422, entre un 8 bits et un 10 bits, les puristes vont me dire Vincent, tu dis n'importe quoi, c'est vraiment très différent. Quand l'image est étalonnée,
Est-ce que la différence se voit entre différentes 4K? Je ne sais pas. Un des points négatifs, c'est aussi que ce boîtier a par exemple 4 4K différentes. Petite parenthèse du coup menu avec donc seulement entre guillemets 3 4K. Et donc si on clique sur celle-là par exemple, donc la 4 de 10 bits, alors Sony nous a quand même fait un petit menu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais sincèrement entre les différences, qualité d'image élevée, là c'est marqué pareil, je crois que là c'est marqué pour le montage. Et donc si derrière on va dans le réglage, donc là on a le 50p, 25, 100p. Et là on peut encore modifier, mais c'est beaucoup trop compliqué. Et donc si je vais sur l'autre 4K, ça offre encore d'autres réglages. Donc là 25p, 50p. Il y a encore des gros axes d'amélioration chez Sony. Parce que en vrai c'est genre c'est imbitable quoi. Autre point notamment, si on fait de la 4K 422 10 bits, faut savoir que c'est 2 Go la minute. Après vérification, on est sur donc 2 Go la minute et je pense que c'est pour du 8 bits. Et quand on est en 422 10 bits, on est à quasiment 4 Go la minute. Donc c'est absolument énormissime. Donc ça fait des rushs absolument super lourds, un workflow qui est énormissime et il faut le PC derrière pour traiter la vidéo et le montage. Et donc c'est bien sympa de faire de la 8K, mais si j'ai 10 Go pour une minute, mais quel intérêt quoi? C'est genre immontable, ou il faut une machine de guerre pour monter. Donc moi ça va, j'ai un PC qui tient la route. Mais en termes de disque dur, en termes de carte SD, il faut vraiment se suréquiper. J'ai vu aucun test qui parle de ça malgré tout. 422 10 bits 4K, c'est très bien, mais à 2 Go la minute, c'est quand même très limité quoi. Et encore une fois, c'est pas mauvais, c'est juste qu'entre une 4K d'A7S3 et une 4K d'A7 III qui est beaucoup plus légère, à étalonnage et à mixage final sur un montage, franchement la différence elle est pas énorme quoi. Donc c'est pour ça que je parle de la montée technologique et de mais où on va aller et en fait où ça va nous mener. Parce que c'est pareil, on nous vend un super autofocus, on nous vend 10 images secondes en rafale, plein de bonnes specs, mais au final, est-ce que on en a vraiment besoin? Donc là arrive pour moi deux parties, c'est soit je suis pas le client, soit je comprends pas. Et souvent on est un peu entre les deux, c'est que ce boîtier là il est très bien, il est assez cher et c'est un peu du luxe. Moi je l'ai vraiment pris juste pour la montée en ISO pour faire des films de nuit, notamment la pleine lune. Mais sincèrement, à part ça, un A7 III, ça fait très bien l'affaire. Et actuellement, on peut avoir des A7 III d'occasion quasiment neufs pour 1000 € quoi. Donc c'est 4 fois le prix du boîtier. Donc c'est vraiment important de réfléchir à qu'est-ce que je veux, pourquoi je l'achète et quels sont mes besoins en fait. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je veux en faire? Autre chose aussi sur le fait que ce qui est plus important, c'est pas le boîtier, c'est l'objectif. Si t'as un bon boîtier mais t'as un mauvais objectif, ça fait pas des bonnes choses. C'est comme avoir une Lamborghini avec un moteur de Twingo, t'as une belle carrosserie, mais ça va pas vite. Si je veux continuer la métaphore, ce boîtier-là, c'est comme avoir une Ferrari et que le maximal que tu peux aller, c'est à 130 sur l'autoroute. Ce boîtier-là, il est bien, mais pour moi, il est presque trop bien. Il y a trop de fonctionnalités. Et pour un photographe ou un vidéaste normal, entre guillemets, il y a trop de specs en fait. C'est trop quoi. Au final, c'est mieux d'avoir une gamme un peu moins chère, mais tu exploites à 100%, qu'un boîtier aussi cher que tu vas exploiter globalement qu'à 80%. Voilà pour mes ressentis. Globalement, c'est un boîtier qui est excellent. Encore une fois, l'autofocus, les couleurs de vidéo, même le micro. Je ne vais pas parler du micro parce que là, j'ai ce micro-là, mais ce micro-là, le micro Sony et le micro Sony A7 III est très bon. Mais encore une fois, c'est bien de comparer les différents boîtiers. Et souvent, quand il y a un nouveau boîtier, on va oublier l'ancien. Mais l'ancien, donc le A7 III dans cette question-là, est aussi excellent. Gros point sur l'ergonomie, sur le boîtier général qui est bien meilleur, mais sur les specs, fondamentalement, pour mon besoin à moi, c'est-à-dire sur des vidéos standards, l'A7 III fait très bien l'affaire, et c'est vraiment que très ponctuellement que l'A7 III va être meilleur, notamment en basse lumière. Je pars en Guyane la semaine prochaine, donc je ferai des tests, notamment sur la montée en ISO la nuit, et je ferai peut-être des vidéos, et j'espère que ça va le faire, mais bon, ça reste une bonne machine, une bonne bête, et donc vous verrez ça très prochainement. Sur ce, ciao.